Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez spécifique en psychiatrie, le trouble délirant persistant. Oui. Notre base, c'est une fiche de révision ECNI, donc une source assez pointue destinée aux futurs médecins. Psychiatrie et addictologie. Tout à fait. Une source fiable pour cadrer le sujet. Voilà, notre objectif, c'est de bien cerner ce trouble psychotique chronique. Il faut le distinguer de la schizophrénie, hein, Oui, c'est crucial. et comprendre ce qu'il caractérise. Ces fameuses idées délirantes, tenaces, spécifiques et souvent très très bien construites. C'est ça. Bon, alors allons-y. Ce trouble, il toucherait à peu près 0,2% de la population. C'est relativement peu fréquent, oui. Et ce qui est notable, c'est qu'il apparaît souvent plus tard que d'autres troubles psychotiques, plutôt entre 40 et 50 ans. Oui, l'âge d'apparition est un élément distinctif. Ce qui frappe tout de suite, c'est que ces idées fixes, bon, elles sont fausses évidemment, mais elles peuvent avoir une façade de plausibilité assez déconcertante. Absolument, c'est un des points clés. Justement, ça veut dire quoi exactement une idée délirante dans ce contexte précis? L'affiche parle de conviction inébranlable. C'est ça, une évidence interne, comme dit le texte. C'est-à-dire que pour la personne, c'est une certitude absolue. Et ça résiste à toute logique, à toute preuve contraire. Exactement. Même si l'idée, prise isolément, pourrait sembler possible, la personne y adhère de façon totalement hermétique au raisonnement. D'accord. Et la nature de ces idées, justement. Tu disais que c'est un point clé, Oui, parce que dans ce trouble, elles sont qualifiées de non bizarres. non bizarre. C'est-à-dire, Contrairement à certains délires très étranges, ici le contenu est plausible. Être suivi, être trompé, être secrètement aimé par une célébrité, des choses qui pourraient arriver en théorie. ah oui, je vois, L'autre aspect fondamental, c'est qu'elles sont très systématisées. systématisé. Oui, c'est pas juste une pensée bizarre isolée, c'est un vrai système logique, cohérent, souvent articulé autour d'un seul thème central. C'est comme une histoire très bien ficelée. Hein, mais basé sur une prémisse fausse. Exactement. Et, point très important qui distingue ce trouble de la schizophrénie, en dehors de l'impact direct du délire, le fonctionnement général de la personne, travail, relations sociales, est souvent étonnamment préservé. Pas de grosse désorganisation de la pensée ou du comportement. Non, pas comme dans la schizophrénie typique. C'est ça la grande différence. D'accord. La fiche détaille plusieurs sous-types selon le thème du délire. Le plus fréquent, d'après la source, c'est celui de persécution. Oui, c'est le plus courant. J'imagine que ça doit avoir des conséquences assez lourdes. Ah oui, tout à fait. La personne est persuadée d'être victime d'un complot, d'être espionnée, harcelée, empoisonnée. Ça doit être terrible à vivre. Oui, et ça peut mener à des actions concrètes. Des plaintes en justice à répétition contre les persécuteurs désignés, des déménagements constants, et parfois, malheureusement, ça peut aller jusqu'à des passages à l'acte violent. Contre le persécuteur présumé? Oui, contre la personne ou le groupe identifié comme étant à l'origine du préjudice. C'est un risque réel. C'est intense. Et il y a aussi le type érotomaniaque. Ça, c'est la conviction d'être aimé par quelqu'un. C'est ça? Souvent quelqu'un d'inaccessible. Exactement. Souvent une personne de statut social supérieur, une célébrité. La source mentionne que c'est un peu plus fréquent chez les femmes. Et il y a une évolution typique, apparemment. En 3 phases, Oui. assez classiquement, une phase d'espoir, où la personne attend un signe, puis une phase de dépit, quand rien ne vient, et enfin une phase de rancune, où là aussi un risque d'agressivité peut émerger envers l'objet du délire. C'est fou de voir ces schémas presque scénarisés. Oui, le délire structure vraiment la pensée et le comportement. Et connaître ces thèmes, il y a aussi la mégalomanie, la conviction d'avoir un talent caché, des relations haut placées. Ah oui, La jalousie, avec la certitude absolue de l'infidélité du partenaire, plus fréquente chez l'homme et parfois liée à l'alcool, ou encore le type somatique. somatique. C'est-à-dire sur le corps. Oui, des idées délirantes concernant son propre corps. Hmm. Sentir mauvais, être infesté de parasites, avoir une difformité cachée, un organe qui dysfonctionne. Identifier le thème est fondamental. Pourquoi? Pour le diagnostic. Pour le diagnostic, bien sûr, mais aussi pour évaluer les risques spécifiques. Le risque n'est pas le même selon le thème du délire. D'accord. Mais alors, poser ce diagnostic, ça doit pas être évident. Faut écarter plein d'autres choses, j'imagine. Ah oui, complètement. C'est ce qu'on appelle un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que ce n'est pas quoi, par exemple? Une maladie neurologique comme une démence qui commence, ou les effets de drogue, d'alcool, de certains médicaments. D'accord. Et bien sûr, d'autres troubles psy. La schizophrénie, un trouble de l'humeur comme une dépression sévère ou un épisode maniaque, avec des délires, ou même certains troubles de la personnalité. Donc, bilan complet obligatoire. Indispensable. Bilan médical, neurologique, psychiatrique, faut tout vérifier. Ce qui nous amène à la prise en charge.
Une fois le diagnostic posé, comment on aide la personne? Surtout si elle-même ne se sent pas malade, ce qui doit être fréquent avec ce type de conviction. C'est le grand défi. L'alliance thérapeutique est difficile à établir. Et l'hospitalisation? La source dit que ça peut être compliqué. Oui, très délicat. Surtout dans le type persécution. Pourquoi? Ça renforce le délire. Exactement. L'hospitalisation, surtout si elle est sous contrainte, peut être vécue comme une preuve supplémentaire du complot contre elle. Ah oui, logique. Infernal, mais logique du point de vue du délire. Voilà, parfois on n'a pas le choix, il faut protéger la personne ou son entourage. Il existe des procédures de soins sans consentement, comme la SDNRE, la soins sur décision du représentant de l'État. D'accord. Et côté traitement, on fait quoi? Médicaments? Les antipsychotiques sont recommandés, oui, mais la fiche note que leur efficacité est parfois modérée, moins spectaculaire que dans d'autres troubles. Et on peut ajouter autre chose? Oui, des antidépresseurs s'il y a une dépression ou une anxiété associée, ce qui est assez fréquent, mais les médicaments seuls, ça suffit rarement. Il faut autre chose en plus? La psychothérapie est systématiquement indiquée. Thérapie de soutien ou des approches plus structurées, comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Pour essayer de démonter le délire. Pas forcément directement. C'est très difficile d'ébranler la conviction elle-même. L'objectif est plutôt d'aider la personne à mieux gérer les conséquences du délire sur sa vie, à améliorer son fonctionnement, à réduire la souffrance. D'accord. Plutôt en individuel, j'imagine. Oui, souvent. La méfiance liée au délire rend parfois les thérapies de groupe compliquées. Donc, pour résumer rapidement, trouble délirant persistant, c'est vraiment ces idées délirantes qui durent, qui semblent plausibles, très organisées. Auquel la personne adhère à 100%. Voilà. Et sans la grosse désorganisation ou le retrait social qu'on voit dans la schizophrénie. Comprendre le thème central du délire, c'est vraiment la clé. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ça montre bien comment des croyances, même si elles ont l'air logiques en surface, peuvent complètement remodeler la réalité de quelqu'un. Et de façon très différente d'autres maladies psychiques. Exactement. Et ça ouvre une question intéressante pour finir, peut-être. Ah, laquelle? Vu ce caractère très structuré, logique et surtout plausible de certains de ces délires, où est-ce qu'on trace la frontière La frontière entre quoi et quoi? entre une conviction personnelle très très forte, voire une idéologie un peu extrême, et un délire pathologique? Surtout aujourd'hui avec les bulles d'information, les communautés en ligne très fermées. Où des croyances très décalées peuvent être renforcées collectivement. Voilà, c'est une question complexe qui dépasse le strict cadre médical, mais qui mérite réflexion, je trouve. C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse à réfléchir.